Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ce qui est important, c'est le regard. Mais les gens ne regardent pas. Les trois quarts des gens ne regardent pas, ils appuient, ils identifient. Mais le regard qui perce le sens de ça, très peu. Et qu'est-ce qu'il perce, ce regard? Il y a un point d'interrogation. J'ai découpé des lettres dans l'Écho de Paris. Je me souviens quand j'étais gosse, et j'ai collé ces lettres sur une grande glace en bois doré. Et ça fait le mot « D'où vient l'argent ?» Et j'avais 14 ans, je crois. Lavé dans la baignoire à la maison. Et mon père, quand il a vu ça, mais Henri, mais tu as des sœurs. Je n'ai pas compris du tout pourquoi il me disait ça. Henri, mais tu as des sœurs. Ma mère militait pour la fermeture des bordels. Les conversations, chère mère, sont plus passionnantes que dans votre salon. Ah oui, vous lui disiez ça? Oui. Ah, mon pauvre chéri, si tu avais un bon confesseur dominicain, tu n'en serais pas là. J'ai jamais eu de confesseur dominicain. Je me confessais plutôt fille des bordels, avec Pierre Josse et tous mes copains. Et surtout, c'était des cathos de gauche. C'était pas des... Tu sais ce que c'est que les cathos de gauche? Non? Oh, ça existe encore, je pense. C'est de là que je sortais, quoi. Puis je me suis tiré, j'étais en Afrique. Dites-moi, ma chère, à quelle heure êtes-vous rentrée ce matin? C'était agréable, cette petite promenade au clair de lune? On peut savoir ce que vous avez fait? Bien, je me suis amusée avec des amis. À 4 heures du matin, vous n'étiez pas Merci. encore rentrée. Du sel, s'il vous plaît. Et vous dites que vous vous êtes poivre. amusée. Oui. Nous avons dansé, nous avons blagué. Nous avons bu, c'était très agréable. Je reconnais que je suis rentrée un peu tard. Merci. Mais ce n'est pas une raison pour en faire un drame. À la moindre occasion, vous faites des drames. Je n'en fais absolument pas un drame. Je ne vous reproche rien, je considère simplement que vous êtes une pute. Et vous, un sinistre crétin. Un pauvre taré que j'aurais dû quitter depuis longtemps. De quel droit osez-vous me parler sur ce ton? Vous êtes occupé par vos chevaux, vos amis, vous passez votre temps à boire, à ne rien foutre. J'en ai marre de vous, vous me faites chier. Je m'emmerde avec vous. Pauvre con! On est dans un monde de privilégiés. Faut pas gratter beaucoup et aller voir très loin pour voir la différence. On est bien fringué, bon. Il faut mettre ça au service de quelque chose auquel on croit. On peut être vieillard et révolté. J'étais en tôle. Chaque fois que j'ai été repris après m'évader. 2 fois, je crois. On faisait
15 jours de cellule, 3 mois de compagnie disciplinaire, avant de retourner en commando. Je me sens toujours prisonnier évadé. Oui. C'est Fleury Mérogis? Faudrait que je retourne avec Souban à Fleury. J'ai mis en place ces ateliers photo au centre des jeunes détenus de Fleury-Mérogis en 1995. Henri Cartier-Bresson est le premier à être venu et depuis il participe régulièrement à ces rencontres. Ces échanges avec les détenus sont toujours très intenses. Depuis 3 ans, je fais quelque chose de similaire en ex-Union soviétique. Je crois que les gens qui sont en prison subissent le présent de manière si totale qu'ils se projettent soit en avant, soit en arrière, soit avant la prison, soit après la prison. Et je crois là aussi la photographie, c'est en permanence ici et maintenant. Frangi, photographe. Клаудий Слубан, фотограф. Пожалуйста. Давай, Джобат. Как тебя зовут? Говоришь по-русски? Все говорите по-русски? Нет? О. Кия. Кия. Здравствуйте. Говорите по-русски? Да? Извините, я не говорю по-русски. Не говорю. Кто хочет? Кто хочет? Будем фотографировать вместе. მომისმინეთ ბიჭო, ამასთან ერთად გადაიღე. აქეთ ჩამოდი, დაბლა ჩამოდი. Сперва 2. И потом будет... ხალხი მოდის პატივისცემს უნდა სურათები გადაიღო და მოგცეთ და ვერ გავიგე. Есть комната или где можем... Не знаю, природа лучше, или там можно. Да, здесь. Я Клавдий. Я не дал. Не видел тебя. Моди, Антазе, ведешь. Моди, Антазе. Так, вы уже фотографировали? Да, снимем, да. В жизни? Снимали? Да. А интересно в фотографии это композиция. Не только снимать так. Может так, а нужно думать. Фотография это как язык, да? Да я понимаю искусство. Да я понимаю свой язык, мне нужно учить язык. А сейчас будем учить быстро, что фотография. იცი რა სიძახის ესა? ნუ ისეთი ფორმაში უნდა გადავიღოთ, გაიგერო, აი მაგალითად რო შეხედავ სურათს, რო მასაკნა რა, ხო, რა, ვერ მიხვდით როგორ იძახის? მატემარია. აი მაგალითად გადაგიღო, ხო, სურათი ხო გამოჩები, აი მაგალითად რაღაცა საკითხი. ან ნაკოლკა, მაგალითად ტრანსპორტი, რაღაცას ვაგდებ. ნაკოლკა უცებელია. არა, მაგალითად იყო ადრე ფეხბურთთან მაშინ უნდა ხო, აი ეგეთი იმაზე იძახის ეგე. Если будет портрет, когда портрет интересно тоже показать, что человека в
თქვენი ცხოვრების სამსახური უნდა იყოს, სადაუშვათ საქმეს ჩვენ გულს თამაშობ, გასაკეთებ, აი ამას აი ეს სურათი აზირეს უნდა იყოს, აი იმას ამბობს, აი რა გავაკეთეთ ახლა? თორე ჭყავ ესე ამის თქვის არ იყოს, მაგრამ ესე რა უნდა გამოვიდეს არაფერი. Шкаф нет. Да, я тоже. Хорошо. Ты все понимал. Пойдем в комнате. Нет. Не хочешь быть на фотографии, ты можешь снимать. Хорошо? Эту поставь. Вместе. Вместе? Хорошо, давай. Да. Вот. Смотри. Видишь, как потом этот закрывается. Видишь? Смотри. Да? Это тоже техника такая. Все нормально. Браво. За что? Моя мама придет на смену, надо снимать. Будем видеть, если будет еще аппараты, будем видеть. Хорошо? Да, я видим. Потом, когда будет конец, давай, пойдем. Это все. Кто хочет сейчас? Сперва он сказал, потом ты. Так, открыть. 55, 56. А все. Готово. Мики, покуй, чего ты дальше как ты? Фотограф что? О, все, могу чамха. Что это? Вот. Экси. Вишна Марто. Я Марто, когда мы работаем. Да, профессионалы. Теперь посмотрим, кто это.
Он не держал хорошо аппарат. Давай здесь фотографируем. Ça, j'ai pris à travers les... À travers les planches, j'ai juste passé l'appareil et j'ai rien vu. C'est pour ça que c'est un peu flou, parce qu'il y avait les planches étaient comme ça et je passais tout juste l'objectif. Puis je regardais comme ça et pas à travers le viseur, je ne pouvais rien voir. Et vous n'aviez pas vu l'homme qui sautait? Non, bon. C'est un coup de chance alors là. Oh, mais c'est tout le temps la chance, il n'y a que ça. Il n'y a que la chance qui compte. Il faut être disponible, c'est tout. Il ne faut pas vouloir, c'est comme les rapports entre ça et ça. Bon, c'est le hasard. Quand on veut, on n'obtient rien. Il ne faut pas vouloir. Il faut être disponible et puis ça vient. Mais là, c'est la géométrie. C'est tout le cadre. Il ne faut pas y penser, mais tout de même là-bas, c'est la géométrie. La divine proportion. Intuitivement, je sais où ça tombe. Mais ça, je peux rien dire de plus. C'est le rythme plastique. 1 618 3 1416. C'est le nombre d'or. Mais ça, on sait où il tombe, le nombre d'or. Il y a des compas qui vous le disent, mais c'est l'œil. Moi, c'est la forme plus que la lumière. La forme prime. La lumière, c'est comme un parfum, pour moi. J'ai un attachement tout particulier pour cette photographie, parce qu'elle me rappelle à des souvenirs personnels, mais aussi parce que ceux-ci me permettent de mieux comprendre le rapport d'Henri Cartier-Bresson à la photographie. Cela se passait en 1970, dans un village où j'avais vécu des mois au cours des années précédentes. Et quand Henri a pris la photo, nous sortions à plusieurs de la maison même que j'avais habitée et suivions le chemin le plus habituel pour s'en éloigner, lequel passe à 30 ou 40 pas devant cette place couverte d'où se découvre la vallée que domine Simiane. Or, cette place était presque constamment tout à fait déserte, et je ne me souviens pas qu'il y eût, ce jour-là, le moindre enfant à jouer sous son auvent. Je ne remarquai même pas qu'Henri eût soulevé son appareil et pris une quelconque photo. Nous marchions en effet, il n'avait pas ralenti. Voici pourtant ce qui résulta de cet instant de passage. Qu'est-ce que cela signifie? Nullement qu'Henri Cartier-Bresson soit un magicien qui peut susciter des apparitions sur des places vides. Non, la vérité est plus simple et beaucoup plus éclairante. Quand d'autres sont distraits et inattentifs, Henri, lui, est aux aguets
prêt à la réaction qui ne demande même pas un instant d'arrêt pour aider la géométrie, comme il dit, à jouer son rôle, pourtant évident et décisif dans le cadrage. Que faut-il penser de cette attention à tout? Est-ce la façon d'être obsédé d'un professionnel qui n'a souci que de son travail? Nullement. Henri ne s'était pas détourné de sa conversation. C'est plutôt comme si son intérêt pour tout au monde est la même chose que parler avec ses amis. Bon, je suis très vieux, alors ça s'accumule les souvenirs. Le plus récent surmenage et puis le reste, ça s'estompe. Puis ça revient quand on voit un visage. Tout ça me revient avec une précision. C'était écrit « Entrer sans frapper », et c'est eux qui m'ont frappé. Quand j'ai vu ça, j'ai tiré, et puis après j'ai salué. C'est une interrogation et en même temps, on se prend à bras-le-corps avec la personne. C'est même pas une fraction de seconde, c'est un truc... il faut le sentir intuitivement. La sensibilité, l'intuition, puis le sens de la géométrie. Puis il n'y a rien d'autre. On l'a ou on ne l'a pas. Encore maintenant, c'est la seule chose qui m'intéresse. C'est le portrait. Le visage? Non, c'est ce qu'a Alberto, c'est Giacometti, il appelait ça faire une tête. Faire une tête. C'est la merveille, Giacometti. L'intelligence. Pour tous les amis de Giacometti ou de son œuvre, comme pour tous ceux d'Henri Cartier-Bresson, cette photographie est une de celles qu'ils affectionnent le plus. Je pourrais dire une icône, si par ce mot on peut désigner la sorte d'image où paraît quelque réalité qui transcende les images. En l'occurrence, ici, l'affection et l'admiration éprouvées par le photographe qui s'est exprimé de surcroît un sentiment que beaucoup d'autres que lui partagent. Une telle photographie, pas simplement un aspect fugitif d'un être, perçu en une de ces secondes que Cartier-Bresson aime et sait saisir, c'est l'avancée de cet être dans son rapport à soi le plus intérieur, c'est son absolu. Ce rapport à soi-même qui rendait Giacometti si immédiatement remarquable et si profondément attachant, ce geste de se couvrir la tête du vieux manteau l'emblématise parfaitement, disant si bien l'insouciance fondamentale d'un homme qui n'avait pas de parapluie, puisque même il n'avait pas de maison, ne prenant jamais ce qu'on nomme des précautions. Giacometti ne faisait œuvre qu'à regarder hors de soi, à ne pas même songer à être ce qui n'était pas son regard, qu'on voit ici percé sous l'étoffe. Mais autre chose encore. Bien sûr, traversant la rue, attendu de l'autre côté, Alberto se savait vu et comprenait que son geste avait de quoi amuser ses amis et même signifier, à leurs yeux, ce qu'ils savaient bien qu'il était pour eux. Mais faut-il voir en cela une coquetterie du théâtre, plutôt un élan de confiance, jouer à ce qu'on est, parce qu'on sait bien que ces quelques autres savent de quoi il s'agit, pour le sérieux autant que l'amusement. Et de la part d'Henri Cartier-Bresson, cette photographie, c'est répondre à ce mouvement de confiance. C'est comme serrer une main tendue. Photographier, ça demande une concentration
énorme. Et on ne peut pas faire conversation. Je dis des conneries parce qu'il faut... Les gens s'attendent à ce qu'on dise quelque chose. Je dis n'importe quoi. J'écoute pas ce que je dis, mais je regarde. Bonnard, c'est la volupté, Bonnard. Mais dis, pourquoi est-ce que vous avez appuyé à ce moment-là? Écoutez, permettez-moi de vous demander, pourquoi est-ce que vous avez mis un jaune ici? Et puis il a rigolé. Et Harika? Très intelligent, Harika. Harika m'intimide. Il est trop habile, il sait tout faire. On n'a pas l'image de soi-même. Pour les autoportraits, d'habitude, je prends 2 miroirs, et si c'est de dos, c'est 3 miroirs. Vous voyez? Ou de profil. Il y a le pastel qui est comme ça, hein? Ça, c'est 2 miroirs, ou 3, je ne me souviens plus. Mais je crois qu'il faut respecter l'envers et l'endroit. Et donc, presque tous mes autoportraits sont faits en 2 miroirs. Le problème, c'est que notre regard est toujours conditionné par la reconnaissance. C'est-à-dire que au fond, nous ne voyons que ce que nous pouvons reconnaître. Or, pour peindre un tableau ou un dessin qui vibre, il faut échapper à cela. Ne pas reconnaître, mais connaître. Se mettre en état premier. Dans un portrait, ce qui m'intéresse ou ce qui me hante, c'est de saisir la personne. Enfin, pas seulement la ressemblance, plus que la ressemblance. Ça doit être la personne. De prendre cette personne, de la mettre sur ma toile, vous voyez? Donc, quand vous peignez un portrait de quelqu'un, vous savez comment peindre un œil, un nez, etc. Vous n'arriverez jamais à saisir la ressemblance. C'est-à-dire, il faut absolument suspendre la connaissance. Ne pas savoir. Donc, le processus est une lutte interne assez intense pour ne pas savoir, c'est-à-dire pour voir la forme première. C'est-à-dire que vous regardez quelque chose, et vous savez qu'on peut le faire, n'est-ce pas? Vous réduisez en vous-même, et vous voyez, au lieu de voir l'œil, vous voyez une forme, alors, et puis ça vient, et ça vous entraîne, et vous ne connaissez plus, et puis vous peignez des formes, et ça se met en place tout seul, on ne sait pas comment. C'est vraiment le travail de la peinture. Ça. Mais c'est ça le travail de la peinture. Je disais autrement, je l'ai même écrit, c'est comme la réorganisation du sable par le vent. N'est-ce pas? Mais il faut qu'il y ait du vent. S'il n'y a pas de vent, ça ne marche pas. Autrement dit, l'inspiration. Ça. Alors, je me baladais avec un grand carnet et un pinceau japonais, avec de l'encre dedans. C'est ça. Un grand pinceau. Alors, est-ce que je passe dans les Tuileries? Vous savez, près de la Concorde à gauche, il y a l'allée couverte comme ça. Et je vois ce couple s'embrassant. Alors, tout de suite, ils se sont embrassés assez longtemps pour que je puisse terminer tout ça. Vous voyez son sac, sa jambe, tout ça. C'est vraiment quel miracle. C'est un miracle, ça. Puis ils sont partis et j'ai terminé les arbres sans eau. Mais tout ça était fait pendant leur long baiser. Je leur dois ça. Je ne sais pas qui ils sont. Ah ouais. C'est comme une photo, instantanée, un instantané. Ce besoin de regarder est inhibé aujourd'hui, depuis une trentaine d'années d'ailleurs, et même plus en France, parce qu'en France, il n'y a pas d'encouragement dans les écoles. Il n'y a pas d'histoire de l'art à l'école. C'est grave. C'est-à-dire qu'on apprend à aimer, n'est-ce pas? Regarder. On ne peut pas regarder quelque chose qu'on n'aime pas. On apprend à aimer comme une personne, on apprend à aimer une personne. Et on désapprend aussi.
n'est-ce pas? C'est très joli ce que vous dites, parce que ça veut dire que regarder, c'est aimer. Oui, oui, oui. Si vous prenez quelqu'un, il faut avoir une sympathie. Si, vous ne pouvez pas peindre quelqu'un que vous détestez, c'est pas possible. Ou quelque chose que vous détestez, c'est impossible. Oui, oui, c'est aimer. Oui. Et donc c'est le pouvoir magnétique. Ça s'apprend à regarder comme ça s'apprend à aimer. Oui, 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 oui. Un regardeur qui n'abdique pas son intentionnalité devant un tableau, ou ses préjugés, ou sa pensée même, ne verra rien. Parce que le regard ouvert est un regard des sens. C'est-à-dire que le tableau, la vision picturale se déguste comme un vin. Ah, oui. Et si on ne le déguste pas, on ne voit rien. Donc, ce n'est pas du tout la causa mentale, c'est la cause sensible. Voilà. Là, David nous a légué quelque chose qu'il n'a pas su lui-même qu'il portait en lui, l'avenir. Parce qu'en fait, de mon avis, pas seulement de mon avis, c'est le premier peintre moderne, David. Pas du tout académique comme on le pense. D'ailleurs, il était contre les académies. Regardez ses interventions à la Convention pour l'abolition de l'académie. Il a dit d'ailleurs que l'académie est néfaste, qu'elle tue les talents. Venons à l'analyse du tableau de Madame Récamier. Donc, cette ravissante femme, elle a posé à David probablement dans l'atelier du Louvre, dans un de ces deux ateliers. Il avait deux ateliers ici, au Louvre. Selon l'espace que nous avons. Qu'est-ce qui est surprenant dans son tableau? C'est l'espace. Vous voyez qu'il a ajouté un bout de toile en haut, qui était absolument nécessaire pour sa composition. C'est-à-dire que son sens de l'espace était tellement juste. Regardez, si on n'avait pas le bout en haut, ça n'aurait pas fonctionné du tout. Et comme ça fonctionne. Et regardons de plus près comment c'est peint. Vous voyez la touche, la touche libre. Partout. Elle est partout égale. Alors, la question que vous m'avez posée avant, en disant le tableau n'est pas terminé, moi je pense qu'il est terminé dans son esprit. Il l'a terminé, regardez, il n'y a rien qui dérange la couche organique de peinture. C'est-à-dire que d'un bout à l'autre du tableau, c'est le même phonème, si je puis dire, de la touche, que certains historiens appellent frottis. C'est faux. Ce n'est pas des frottis, c'est la touche. Et c'est la touche qui vibre dans ce tableau comme ça. Hein? C'est d'une vibration extraordinaire. Et en fait, voilà, c'est une vibration, et en même temps, on peut dire que jamais le tableau n'est fatigué. Non, jamais. Voilà. C'est-à-dire qu'il reste toujours au niveau de la sensation pure. Oui, quand nous le regardons, nous le ressentons. C'est-à-dire à condition de ne pas le lire. Parce que si on lit, on dit c'est une jolie fille, on ne le voit pas. C'est la peinture, c'est pas ça. Alors c'est la vibration de lumière. De lumière et de demi-teinte et de la simplicité. Il faut aussi dire qu'il peignait avec 5 couleurs, voilà. Même pas. Quelle économie de moyens. Économie de moyens étonnante. Bref, il était le dernier grand maître qui savait quelle couleur correspond à quelle couleur dans la nature. Et d'ailleurs, il l'a dit, il ne faut pas mélanger les couleurs, mais il faut les mettre côte à côte, comme dans le contraste simultané. Avant Signac. Avant la théorie du contraste simultané, c'est ça. Bien sûr. Et donc il a compris plus qu'il ne pouvait le dire parce qu'il n'était pas un intellectuel, c'était un homme sensible, mais on sent en lui qu'il sentait juste, il portait en lui l'avenir.
un problème, ce sujet. Nous aurions dû refuser cet original, puisque de mémoire, nous savions que le tirage précédent était meilleur. C'est-à-dire plus complet, plus plein, plus intéressant, plus vif. Puis plus dans ce que l'on espère toujours faire avec les photographies de quatrième, c'est-à-dire pas quelque chose d'écrasé, de lourd, mais quelque chose de vif, de pointu, comme il est lui, comme il se comporte dans la vie. C'est ça qu'on essaye de dire, parce que il faut une certaine interprétation, d'accord, mais il ne faut pas modifier ce que l'on reçoit. Par contre, il faut savoir, avec beaucoup de complicité, interpréter et finaliser un sujet au bout qui nous convienne parfaitement et puis qui lui plaise. On a pu reprendre l'image de ce matin, la traiter sur ordinateur, modifier ses différentes parties, ajouter un tout petit peu de poids dans la partie essentielle, créant ainsi une image qui paraît beaucoup plus ensoleillée, qui paraît beaucoup plus vive, beaucoup plus... Il y a une dynamique là qu'il n'y a pas du tout dans le tirage original. Ce léger poids souligne la dynamique. Absolument. Et même donne du sens à la fuite de la petite fille. Non, moi je trouve ça vraiment tout à fait satisfaisant. Très bien. Ouais. Ok, on va avancer avec ça. Je vais me faire un paraphe superbe. Superbe. Merci. Ça fait longtemps que je ne photographie plus sur le trottoir. Au point, je dis, tiens, là, il y a une photo. Ou bien j'ai pas l'appareil, ou bien je n'y pense plus. J'aime mieux dessiner. Oui, il y a un moment, il faut arrêter. Reprendre respiration. Il faut vivre, quoi. C'est l'essentiel. Parce que vous-même, vous avez changé, en fait. C'est peut-être aussi un rapport au monde, un rapport au temps, ou... Probablement. Se remettre en question, faut pas... Le célèbre photographe, ben, tu sais, c'est dangereux. C'est les palmes académiques. On ne compare pas, ce sont deux choses différentes. Mais la base, tout de même, c'est le regard, le transcrire. Pour moi, le dessin, c'est la moindre graffiti a un signe, un sens. Quand un dessin, on sent quand ça suffit, pas aller plus loin. Après, on va gâcher, on va noircir, ça va. Il y a toujours une limite. C'est avoir le sens de la limite quand il faut arrêter. Quand on a dit la chose, après, on piétine, ça laboure, c'est plus simple.
N'oublie pas le menton. Regarde le menton, là. Regarde le menton. T'as un crâne en pointe. Oh merde, maintenant j'ai crâne à pointe, je sais pas quoi. Ah. Tu veux pas le changer maintenant, c'est trop tard. Mais tu sais quoi, fais mes moustaches sombres. Parce que mes moustaches ont blanchi il n'y a pas longtemps. Il y a longtemps que je te connais. Tu connais sans moustache. Non, sans moustache, tu ne pouvais pas me connaître parce que c'était une fois dans ma vie quand j'ai rasé de moustache. Une seule fois. Et immédiatement, j'ai acheté des faux. Parce que je me sentais nu, quoi. Tu la filmes d'ici, là. Elle passe derrière ton dos. Comme on a fait, oui. Il y a un petit garçon qui est ici, oui, avec l'appareil photo. Ouais. À côté de Chevalier. À côté de Chevalier. Un peu de profil. Il est là avec l'appareil photo et là il y a deux chevaliers. Oui, comme ça. Oui, le dos. Et là, c'est ça ce qui est dangereux, que le crocodile, comment il va se développer. Le crocodile, il est par terre? Non, moi je voulais que le photographe est ici. Hein? Photographe. Je m'intéresse de croisement de destins, de croisement de personnages, ce qui est notre vie là. J'essaie de reconstruire le modèle de la vie qui est fondé sur l'imprévu et sur le hasard. Mais le hasard, c'est pas comme si je me mets dans la situation d'un petit demi-ourge, là. Je le crée d'avance, là. Et ça, c'est très amusant. Et après, à la fin, tu vas faire ça. Ouais. Un vrai cheval. Hein? Mais en fait, on va faire une photo ou tourner? On tourne comme on fait la photo. J'avais cette idée que l'objectif nous est donné comme un outil à exclure tout et à créer un microcosme isolé de tout. Parfois, ça donne des résultats parfaits. Parfois, c'est dangereux. C'est effrayant. Mais de toute façon, la concentration sur quelque chose, c'est pas très sain. Quelqu'un, merde. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je coupe le haut de la lance quand même ou non? Ah non, il est comme ça, voilà. Voilà. Avec le fil par terre, ça va faire. Tu coupes, évidemment. Je me rappelle une séquence de Chaplin quand il portait un plateau, excuse-moi, c'est un cendrier, mais quand il portait un plateau à travers de la salle qui dansait, qui le bousculait, il tombait, il se renversait, il portait ce plateau, mais son but était d'arriver jusqu'à un client, jusqu'à un consommateur à qui est destiné ce plateau-là. Nous, on est bousculés tout le temps. On fait les culbites, là, on tombe, on retombe, on essaie de tenir notre plateau. Et finalement, le plateau arrive à moitié vide. Là. Voilà. Moteur! Moteur demandé. Silence, s'il vous plaît. Ça tourne! 216 sur 1, 6e. T'appuies sur le bouton.
Vas-y. Cheese. Coupé. J'ai appris ce que c'était d'écouter par l'ingénieur du son de Jean Renoir. Quand on tournait je sais pas, la règle du jeu, il s'appelait De Broctagne. C'était ce que tu fais. Quand il parlait de son métier, de la finesse du oui. Moi, je regarde. C'est différent. Est-ce que c'est vraiment différent? Par l'intensité, non. Mais c'est deux outils différents qu'on utilise. Moi, je regarde, c'est une obsession. Est-ce que vous avez appris à jouer d'un instrument quand vous étiez petit? Oui? La flûte, oui. Et je l'ai vendue pour sortir avec des filles. Une belle flûte comme ça. Mon professeur s'appelait Karadjé, élève de Moïse du conservatoire. Il m'a dit non, c'est pas pour vous, faites de la peinture. Vous n'avez pas d'oreille. Et j'écoute mal. J'adore la musique, mais les notes fausses ne me gênent pas, vraiment. Il y a quelque chose qui me manque. Je mets Bach au-dessus de tout. Et pour moi, c'est Bach. Avere sempre questo senso del molleggio, come di una cosa veramente che è molto, molto, molto elastica. Ok, e quando arrivi poi a questo punto, il punto veramente più bello mi sembra del pezzo, anche qua sempre veramente avere quest'idea. Bach, fra l'altro, scrive qua una cosa bellissima, cioè lui scrive la legatura sulle tre note legate, sulle tre note dell'arpeggio, e quindi qua e dopo. Ma il fatto di mettere la legatura sempre sulle tre note dell'arpeggio fa sì che ci sia una specie di sincopato. Provate a sentire questa cosa, eccetera, eccetera. Vedete che c'è proprio questo gioco continuo del ritmo, che lui assolutamente cioè, scrive con una semplice legatura. Cioè, se noi rispettiamo la legatura che c'è scritta, viene fuori questa cosa qua. Adesso io non so quanto tu puoi riuscire a farla, però pensa a questa cosa. Cioè, questa cosa è proprio una cosa di ritmo, capisci? Cioè, è una cosa in cui Bach scrive tantissime volte, lui gioca col ritmo. Cioè, scrive una cosa di per sé quadratissima, cioè tre quarti, non c'è niente di strano. E invece c'è dentro tante cose diverse. Vuoi provare questo punto qua? Con la musica noi dobbiamo fare un lavoro a ritroso, cioè prima, di preparazione, e io devo essere pronto
Quindi riuscire a costruire tutta la cosa per la quale quando io parto, nel momento in cui io faccio questo gesto di partenza della musica, qualcosa scatta, e anche lì scatta qualcosa, è come nella macchina fotografica, perché scatta una cosa che resterà unica, perché c'è in quel momento del tempo e non si ripeterà mai più uguale, è quello. Per cui io devo avere la coscienza di questo, non essere terrorizzato da questa cosa per carità, ma avere la coscienza di qualcosa per la quale io mi devo preparare. Cioè io sono pronto per questo viaggio, per questo qualcosa che resta unico. Un sacco di volte lo penso a questo. Penso a come in fondo questi suoni si proiettano e vadano verso l'universo. Quando arrivi qua, dopo questa la parte più, diciamo, malinconica, dicevamo, che c'è anche nella seconda parte. Ma è stato tutto uno scherzo. E dare più più contrasto tra l'idea proprio così un po' più espressiva e invece quella più frizzante, quella più gioiosa. Anche questo, quando ci sono i sedicesimi, cioè riuscire proprio a articolare bene e anche con l'arco, cioè fare un po', alzare leggermente l'arco, ma proprio un'inizia, e lanciarlo un pochino l'arco. Prova un po'? Questo non è facile, melanconica. Sì? Okay. Ogni volta che prendo in mano una pagina di musica di Bach ho questa sensazione, ho la sensazione che sia qualcosa che è lì, è sempre stato e noi in quel momento lo guardiamo e si rivela nell'incredibile cosmo che ha. C'è tutto, c'è la luce, c'è la potenza, c'è la forza, l'energia, c'è non so, c'è il dolore, c'è l'annientamento, io trovo che in Bach riesco veramente a trovare tutte queste cose. Est-ce qu'on apprend à regarder? Est-ce qu'on apprend à baiser? Je te coupe.
Non, mais un de ces jours, il y aura des professeurs, profs de tout. Apprendre à regarder, quoi, c'est d'aller au Louvre et de voir, je sais pas, de voir les Rubens. Ça vous apprend à baiser, peut-être aussi de voir les Rubens. Ou ça donne envie de baiser. Il n'y a que ça qui compte, dans le fond. C'est l'amour. Pas seulement l'amour physique, mais l'amour tout court, quoi. L'amour de la vie, l'amour de... Où allons-nous? Pourquoi choisir cette photographie? Parce qu'elle exprime de façon simple et bien entendu tout à fait involontaire l'essentiel de Cartier-Bresson. D'autres que lui auraient demandé au petit garçon de marcher sur les mains et l'auraient alors photographié, pour le contraste entre cet instant d'une vie et ces montagnes dans la lumière, qui sont de l'intemporel. En cette occurrence, c'est évidemment l'enfant qui, par amusement de voir des étrangers sur la route, a spontanément exprimé sa joie. Et Henri était là pour danser avec lui, son Leica étant son corps, son sentiment, son esprit. Et la photo, sa façon de partager ce défi jeté ironiquement, joyeusement, à la pesanteur. Comprenons qu'il y a quelque chose de douloureux dans cette allégresse de l'enfant grec sur la route. Nous savons, et il sait, qu'en son acte même, il exprime ce qu'il y a en lui de transitoire. La vie bientôt le rattrapera pour l'empêcher de marcher sur les mains. Sa souplesse même rappelle que la jeunesse n'a qu'une heure. Mais c'est précisément de toute inquiétude que ce geste brusque fait fi, par fidélité à une joie qu'il y a aussi dans la vie, qui en est peut-être la vérité, qui en tout cas en constitue la beauté. Et c'est ce défi que Cartier-Bresson comprend d'instinct, parce qu'il l'a fait sien de toujours. C'est à ce défi qu'il contribue en prenant joyeusement sa photographie. Ne fait-il pas que passer lui-même dans ce lieu qui n'est pas le sien? Ne ressent-il pas qu'il n'y ait qu'une ombre? La vérité du voyage n'est pas de contempler du nouveau, c'est de se savoir ce qui passe, sur l'arrière-fond de ce qui demeure, et ainsi d'accéder à un regard plus profond qu'en tournant les pages des livres d'art. J'aime pas les voyages, j'aime pas ça. Et voyager, j'ai horreur de ça. Enfin, on perd son passeport. J'aime bien être dans un pays et puis le regarder. J'ai passé tout de même 3 ans en Orient sans rentrer en Europe. Je pensais pas à la photo, j'étais là, je vivais. Je vivais, puis j'enregistrais avec un appareil de photo. Je voyais même pas le résultat, j'envoyais mes films à Paris ou un laboratoire à Bombay, puis je voyais pas le résultat, ça m'était égal. Donc c'était plutôt l'aventure qui vous... Oui, et puis la joie, le tir photographique. Ça a toujours été ma passion. Bon, ça y est. J'avais montré ça à Gandhi. Il me dit quel est le sens de cette photo alors. Je lui dis Claudel, enfin c'est un grand poète catholique sur les fins dernières de l'homme. Il passe devant un corbillard en louchant un peu comme ça.
Et Gandhi a dit, ah, la mort, la mort, la mort, 3 fois. Puis il a refermé le livre. Puis il est parti à la prière. Puis il était tué. Mais j'ai été marqué par le monde oriental, et beaucoup plus que par le monde judéo-chrétien. L'idée de péché, tout ça, c'est un truc qui m'échappe. Le bien, le mal. Donc pour finir, c'est le bouddhisme qui m'a marqué. Le bouddhisme n'est pas une religion, c'est une science de l'esprit. Voici les funérailles d'un acteur de kabuki de 1965. Ses visages ont une intensité digne d'un Caravage ou d'un Dreyer. Ils sont aussi d'un parfait naturel, tout à eux-mêmes. Henri Cartier-Bresson a toujours aimé que les personnes qu'il photographie ne s'aperçoivent pas qu'il le fait. Que le modèle soit conscient que quelqu'un est là pour l'observer, et il pose. Il va prendre un masque. Il perdra de sa spontanéité. Et c'est pourquoi Henri peint de noir les parties brillantes de son Leica. Il ne veut pas qu'un éclat de lumière attire sur lui l'attention. Mais ici, comment a-t-il pu ne pas être vu, puisqu'il est, semble-t-il, au milieu même du groupe des amis de l'acteur défunt? On dira que ceux-ci sont trop occupés par leur chagrin pour prendre conscience de lui. Mais le chagrin rend une personne sur deux nerveuse, ultra sensible. À des obsèques, les intrus se font facilement remarquer. Je crois plutôt que si Henri fut invisible ce jour-là, c'est parce que, parmi ces êtres en deuil, il éprouvait lui aussi une souffrance. Entendons-nous, pas vraiment le chagrin qu'il eût éprouvé pour la mort de cet inconnu, un sentiment qui aurait étonné, qui aurait été remarqué, mais la compassion que l'on peut avoir, même pour des deuils dont on ne sait rien, mais qui suffit pour qu'alors on rentre en soi, on s'efface, on en devienne, oui, invisible. C'est sa capacité de sympathie qui permet à Henri d'être inaperçu de ceux qui pleurent, l'acteur de kabuki. Et qu'on ne dise pas qu'il avait à la main son instrument de travail, un objet dont on peut redouter la curiosité indiscrète, car cet appareil, nous savons qu'il est autant que sa main, une part de son corps, ou, pour dire mieux, de son âme. Henri, c'est la collection de Ménil. Ils ont donné ça Alors à la non, elle existe à Houston. Cette même collection existe à Osaka, au Japon, et au Viennet, à Londres, Ah oui. et ici, à Paris. Attends, je vois, c'est de mauvaises photos.
Mais ça, par exemple, n'a jamais été quand même dans le tout premier choix. Moi, j'en sais rien. Doucement, doucement. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Non. Comment? Ça, c'est pas bon. Non. Ah non, 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 non. Non, mais... Ça aussi. Oh non. En place, le bonhomme. J'étais trop pressé. On a le droit de mettre un commentaire? Non. Non, c'est pas juste. Ça fait du tort à une bonne fois, parce que là, ça tombe bien. Il ne faut pas mettre n'importe quoi ici, on est tout de même à la BN. Ça va? Il n'y a pas beaucoup de n'importe quoi quand même. Tu es sévère. Ça va? Ça, c'est du pittoresque. Mais bien fait quand même. Oui. Ça, c'est très bien. Ça va. Ça impec. Mexique. Oui. Vous savez ce qu'il dit? Tu m'as dit ça une fois. Te pinto un violin. En réalité, c'est chinga tu madre, encule ta mère. Non, ouais, quand on vous fait ça, on vous casse la gueule. Ce qui est quand même une traduction libre. Celle-là, elle est très très bien. Elle est, oui. Comment? Elle est bien, celle-là. Ah oui, celle-là, elle est formidable. Oui, ça. Ouais. Non, ça. Ah, celle-là, je ne la connais pas. C'est la cathédrale de Mexico. Non. C'est pas moi qui ai pris ça. C'est vrai? J'avais le pied sur le bûcher et j'ai passé à un copain. On sent des petits services. Voilà. Je suis très honoré que vous ayez ça. Mais les mauvaises, il faut les supprimer. Il faut laisser vieillir. Ça, c'est une manière américaine de... Il faut être jeune, dynamique. Merde. Il faut laisser vieillir. Et vive la paresse et vive la vieillesse. Il faut être toujours jeune, dynamique, agressif. Toutes les saloperies du monde actuel. Vive Bakounine. Ce qui est important, c'est le prochain. Du passé faisant table rase. Et de l'avenir? Se remettre en question. C'est indispensable. Recommencer à chaque fois. Où en sommes-nous? Qu'est-ce qu'on fait? Un coup de rouge? Allez, un coup de rouge.